Si vous avez grandi dans une ferme française, il y avait un Staub dans la grange. Ce motoculteur bleu qu'on ressortait au printemps, dont le teuf-teuf annonçait le premier labour, le nom qu'on se transmettait de père en fils avec la terre elle-même. À son apogée, Staub était le premier constructeur de motoculteurs de France, porté par 4 générations d'une même famille et par un réparateur qui connaissait la machine bleue dans chaque canton du pays. La maison avait survécu à 2 guerres mondiales et à l'occupation, survécu au passage du cheval à la mécanique, survécu au choc pétrolier, à l'assaut des Italiens et des Japonais. Et puis, après plus de 80 ans, les ateliers français se sont tus et le bleu Staub est devenu une étiquette venue d'ailleurs. Comment un nom qu'on se transmettait de père en fils a-t-il pu, si discrètement, disparaître ? Chapitre 1 : La forge et le tour. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans un atelier trop petit pour ce qu'on allait y faire. Nous sommes en 1906, à Sartrouville, dans la banlieue nord-ouest de Paris. Un homme du nom de Joseph Staub y installe son affaire dans un local d'une 20aine de mètres carrés, pas davantage, équipé d'une forge et d'un tour. Rien d'autre. Une forge, un tour, et les mains d'un mécanicien qui savait exactement ce qu'il faisait. Joseph Staub n'était pas un inventeur de génie tombé du ciel, c'était un sous-traitant. Un homme qui exécutait, pour les autres, le travail que les autres ne savaient pas faire. Et ce travail, dès le premier jour, c'était la boîte de vitesse. Ce détail comptera. Des décennies plus tard, quand on cherchera un coupable à la mort de la maison Staub, c'est précisément là qu'on ira le chercher, dans la transmission. Et l'on se trompera. Car ce que Joseph Staub fabriquait, dans son atelier de Sartrouville, puis rue des Acacias, dans le 17e arrondissement de Paris, c'était des boîtes de vitesse pour les motocyclettes Motobécane et Dollard, et des blocs moteurs pour la moto de compétition Utilia. La transmission, l'engrenage, le mécanisme le plus intime, le plus exigeant, le plus jalousement gardé de toute la mécanique. C'était son métier, c'était son savoir-faire. C'était, au sens propre, le berceau de la maison. Il faut se représenter la France de ces années-là. Une France encore largement paysanne, où la terre se travaille à la main et au cheval, où le tracteur n'est qu'une rumeur venue d'Amérique. Une France où un homme habile de ses mains, avec une forge, un tour et un carnet de commandes, pouvait faire vivre une famille. Joseph Staub était de cela. Un artisan de la mécanique fine, dans le Paris industrieux d'avant la Grande Guerre, quand les faubourgs bruissaient encore de milliers de petits ateliers comme le sien, quand chaque rue de Levallois ou de Clichy comptait son tourneur, son fraiseur, son ajusteur. C'était un monde de sous-traitance en cascade, où les grandes marques de la moto et du cycle vivaient du talent de ces artisans obscurs. Staub était l'un d'eux, habile, discret, exigeant. C'est de ce terreau que sort la maison Staub. Non d'un capital, non d'un brevet génial, mais d'une compétence. Celle de faire tourner des engrenages ensemble, proprement, durablement. Un savoir de la main autant que de la tête, qui ne s'apprend pas dans les livres et se transmet d'établi en établi, d'un homme à l'autre. Joseph Staub le possédait. Il le transmettra à son fils. Et son fils en fera bien davantage qu'un atelier. En 1922, le fils prend la suite. Georges Staub avait grandi dans l'odeur de l'huile et du métal chaud. Il connaissait, disait-on, les rouages de l'atelier comme d'autres connaissent leurs prières. Et Georges avait de l'ambition. Pas l'ambition bruyante des conquérants, mais celle, patiente, de l'homme qui veut faire mieux que son père, sans jamais renier ce que son père lui a transmis. Sous son impulsion naissent une boîte de vitesse de motocyclette entièrement conçue maison et un bloc moteur agricole comparable à ce que produisaient alors Bernard Moteur, Japy ou Connor. 2 directions dans un même geste, la moto et la terre, la vitesse et le labour. Personne, à l'époque, n'aurait pu dire laquelle des deux ferait la fortune de la maison. Ce pari sur 2 tableaux, la moto et la terre, n'était pas de la dispersion. C'était de la prudence de mécanicien. Un homme qui vit de la sous-traitance sait qu'un client peut disparaître du jour au lendemain. En gardant un pied dans la compétition et un pied dans l'agriculture, Georges Staub se ménageait 2 avenirs. L'un d'eux, il ne le savait pas encore, allait l'emporter bien au-delà de ses espérances. La moto d'abord apporta la gloire. Au milieu des années 20, une boîte de vitesse Staub équipe des machines engagées dans les grandes épreuves de l'époque. Le bol d'or, le circuit des routes pavées,
Ce Paris-Pyrénées-Paris qui broyait les hommes et les mécaniques sur des centaines de kilomètres de routes défoncées. Il faut imaginer ce que représentait la course à cette époque héroïque. Des motos rudimentaires lancées sur des chemins de terre et des pavés disjoints, poussées jusqu'à la rupture jour et nuit. Ce qui cassait, en premier, c'était presque toujours la transmission. Une boîte de vitesse qui tient bon là où les autres se brisent, voilà ce qui bâtit une réputation dans le monde de la course. Voilà aussi ce que retiendront ceux qui, plus tard, achèteront un motoculteur Staub. La maison qui sait faire des transmissions increvables. Cette réputation n'était pas un slogan. Elle était née sur les routes pavées du Nord, dans le fracas des moteurs de compétition, bien avant qu'un seul motoculteur ne sorte des ateliers. En 1928, Georges Staub franchit la Seine et installe ses ateliers rue Jules Ferry, à Courbevoie. Nous y voilà. Courbevoie, dans cette boucle industrielle qui, de Levallois à Nanterre, concentrait alors le génie mécanique français. Les automobiles y côtoyaient les avions, les cycles, les machines-outils. À quelques centaines de mètres, un jour, s'élèveraient les tours de la Défense. Mais cela, personne ne pouvait l'imaginer. Pour l'instant, Courbevoie sentait la limaille et le charbon, résonnait du bruit des tours et des presses, et abritait le savoir-faire d'ouvriers qui faisaient de la mécanique un art. Chapitre 2. Le passe-partout bleu. Tout bascule en 1938. Cette année-là, Georges Staub prend une décision qui va faire de sa maison autre chose qu'un atelier de sous-traitance. Il décide de construire, non plus des pièces pour les autres, mais une machine complète, entière, portant son nom. Ce sera un motoculteur. Le PP3, 5 chevaux, qu'il baptise d'un mot qui dit tout de son ambition, le passe-partout. Passe-partout. Une machine qui va partout, qui fait tout, qui ne recule devant aucun terrain. Une machine pour l'Ol-Usom qui n'a ni les moyens, ni l'aube, avait vu quelque chose que d'autres n'avaient pas vu. Il avait vu le petit paysan. Il faut comprendre qui était ce client, parce que tout, absolument tout dans cette histoire, finira par tourner autour de lui, de son existence, puis de sa disparition. Le client de Staub, c'était le maraîcher de la ceinture verte de Paris, l'homme qui cultivait, sur quelques hectares à peine, les légumes qui nourrissaient la capitale. Ces jardiniers-là partaient avant l'aube porter leurs cajots aux halles, revenaient binés, sarclés, retournaient la terre à la force des bras, puis recommençaient le lendemain. C'était le viticulteur penché sur ses rangs de vignes. C'était le petit polyculteur qui possédait 2 vaches, un cochon, un carré de pommes de terre, et pas un sou pour s'offrir un engin de plusieurs tonnes. Pour ces hommes-là, le tracteur était une absurdité. Trop gros, trop cher, trop lourd pour des parcelles étroites, inutilisable entre 2 rangs de salade. Ce qu'il leur fallait, c'était une machine à leur mesure. Une machine qu'on mène à la main, derrière soi, comme on menait autrefois le cheval de labour. Le motoculteur. Et le lieu s'y prêtait admirablement. Staub était à Courbevoie, aux portes mêmes de cette ceinture maraîchère qui entourait Paris de ses jardins. Le fabricant et le client se touchaient presque. Georges Staub connaissait ses acheteurs. Il les croisait, il les écoutait, il savait ce qu'ils demandaient à une machine, de la robustesse, de la simplicité et le pardon des fautes. Car un paysan n'est pas un ingénieur et une machine paysanne doit supporter d'être malmenée, oubliée sous la pluie, remise en marche au premier matin sans une plainte. Pour comprendre ce que valait une telle machine, il faut se rappeler ce qu'était le travail de la terre sans elle. Retourner un jardin à la bêche, du matin au soir, courbé, les reins rompus. Biner à la main des rangs interminables sous le soleil de juillet. Le motoculteur, c'était la fin de cette peine-là. C'était, pour le petit exploitant, l'équivalent exact de ce que le tracteur représentait pour le gros. La libération du corps, la multiplication des forces. Un homme seul, derrière son Staub, abattait le travail de plusieurs. Voilà pourquoi il l'aimait. Voilà pourquoi il lui pardonnait tout. Le PP3 fut un succès. Un succès qui, en quelques années, établit solidement la réputation de la marque et la porta à la première place des constructeurs français de motoculteurs. Première place. Songez à ce que cela signifie pour un atelier né dans 20 mètres carrés avec une forge et un tour. En une génération, la maison Staub était passée du statut de sous-traitant anonyme à celui de premier fabricant français de sa spécialité. Puis vint la guerre.
Et la guerre, pour bien des industriels français, posa une question redoutable. Pour qui travailler? Georges Staub continua de fabriquer des motoculteurs, des machines pour la terre, pour nourrir un pays affamé, et non des machines pour l'occupant. Ce choix, dans le silence des années noires, en dit long sur l'homme. On ne bâtit pas une maison qui traverse le siècle sur du sable moral. Et quand la paix revint, quand la France se releva et entreprit sa longue marche vers la modernité, le petit paysan était toujours là, plus nombreux que jamais même. Des centaines de milliers d'exploitations minuscules quadrillaient encore le territoire, et toutes, l'une après l'autre, allaient vouloir passer du cheval à la mécanique. Ce fut l'un des grands basculements silencieux du siècle français. En une poignée d'années, le cheval de trait disparut des campagnes, remplacé par le moteur. L'État y fut pour beaucoup. La France de la Reconstruction voulait moderniser son agriculture, la tirer de la routine des siècles, la mécaniser à marche forcée. Les plans de modernisation, le crédit agricole, les incitations à l'équipement, tout poussait le paysan vers la machine. Et parmi les machines à sa portée, la plus française, la plus réputée, la plus proche, c'était le motoculteur bleu de Courbevoie. Staub ne portait pas seulement une vague commerciale, il portait une ambition nationale. Dans les cours de ferme et les foires agricoles, le motoculteur devint l'objet du désir. On venait le voir tourner, mordre la terre, tracer son sillon net et régulier. Les démonstrations attiraient les foules. Un bon vendeur savait qu'une machine qui labourait proprement, devant témoins, valait mieux que tous les prospectus du monde. Et Staub, de foire en foire, de canton en canton, consolidait son avance. Le nom circulait de bouche à oreille, ce meilleur des réseaux commerciaux, entre paysans qui se faisaient confiance parce qu'ils travaillaient la même terre et connaissaient le prix d'une machine qui lâche au mauvais moment. La réputation d'increvable n'était pas un slogan inventé à Courbevoie. Elle se forgeait dans les champs, saison après saison, dans la bouche de ceux qui s'en servaient. La grande vague était devant, et Staub, premier constructeur français, se tenait exactement à l'endroit où elle allait déferler. Chapitre 3. Le roi du labour. Il faut maintenant ralentir, car nous entrons dans l'âge d'or, et l'âge d'or, cela se raconte lentement, comme on savoure une chose dont on sait, au fond, qu'elle ne durera pas. Après la Seconde Guerre mondiale, la maison quitte la rue Jules Ferry pour des locaux plus vastes, boulevard de Verdun, toujours à Courbevoie. Il fallait de la place, parce qu'il fallait produire, parce que la France entière, soudain, voulait des motoculteurs. Les statistiques du marché disent l'ampleur du basculement. Selon l'historien Rémi Carillon, on vendait en France moins de 2000 motoculteurs en 1946, on en vendait environ 11 000 dès 1955. En moins de 10 ans, le marché avait été multiplié par 5. Et sur ce marché en explosion, la machine bleue de Courbevoie régnait. Entrons dans l'atelier. Un jeune ouvrier arrivant pour sa première embauche, boulevard de Verdun, sentait d'abord l'odeur, cette odeur de mécanique lourde qui ne quitte jamais un homme qui l'a connu. L'huile de coupe, le métal chaud sous le forêt, la fonte qu'on usine, la peinture fraîche des carters bleus. Il entendait le chant des tours, le martèlement sourd des presses, le sifflement de l'air comprimé, et par-dessus tout ce vacarme, la voix des contremaîtres et les accents mêlés des équipes. Et partout, sur les établis, il voyait des engrenages, des pignons, des arbres de transmission, des boîtes de vitesse, car c'était toujours là, 40 ans après Joseph Staub, le cœur du savoir-faire de la maison. Chez Staub, on ne sous-traitait pas la transmission. On la concevait, on la taillait, on la montait sur place, avec l'orgueil de ceux qui savent faire ce que les autres achètent. Un pignon Staub, taillé et trempé dans ses ateliers, était fait pour tourner un demi-siècle. Les hommes qui les usinaient le savaient. C'était leur fierté, et cette fierté avait un nom, le travail bien fait. Le bassin parisien de ces années-là vivait au rythme des 30 Glorieuses, et la métallurgie de la banlieue ouest employait une main-d'œuvre venue de partout, de la province française d'abord, puis d'Italie, du Portugal, d'Algérie. Ces hommes, dont on ne connaît plus guère les noms, montaient les machines qui allaient labourer les jardins de toute la France. Il faut le dire avec prudence,
car les registres de l'atelier de Courbevoie ne nous sont pas parvenus, et l'on ne connaît ni le nombre exact des ouvriers de Staub, ni la composition précise de ses équipes. Mais l'histoire de la mécanique parisienne d'après-guerre est aussi la leur, et il serait injuste de la raconter comme si ces machines s'étaient assemblées toutes seules. Dans ces usines-là, comme dans toute la banlieue ouvrière, la journée avait ses rites. L'embauche au petit matin, la pause de midi où l'on partageait le repas, ce moment où l'atelier bruyant se taisait un instant et redevenait une assemblée d'hommes. Le travail était dur, il était fier, et il produisait quelque chose de réel, qu'on pouvait toucher, dont on connaissait la destination. Du PP3 fondateur naquit une descendance entière. Le PP5, 9 chevaux. Le PP6, 12 chevaux à moteur Staub. Puis, dérivé du PP6, un véritable petit mototracteur à 4 roues, le R4. Et au-dessous, toute une famille de machines plus légères pour les plus petits usages. Le PPU, 3 chevaux, monoroue pour le simple jardinier, le PPX léger, les motobineuses transformables, les gammes PP2B, PP3B, PP4B, qui allaient devenir, sur les forums de collectionneurs d'aujourd'hui, des objets de dévotion. Il y en avait pour chaque terre, pour chaque bourse, pour chaque besoin. Du potager de banlieue au champ de plusieurs hectares, la Maison Bleue avait une réponse. Et sous le capot de ces machines, il faut s'arrêter un instant sur une question qui, elle aussi, reviendra nous hanter. Celle des moteurs. Car Staub, comme tous les constructeurs de son temps, montait des moteurs d'origine diverses. Ses propres blocs, bien sûr, mais aussi, et surtout, des moteurs Bernard, ces fameux 4 temps de Suresnes que tant de collectionneurs se rappellent avoir vus sur les Staub de leur enfance. Ceux que j'ai connus étaient tous équipés de moteurs Bernard, se souvient l'un d'eux. Des moteurs MAG aussi. Et, à mesure que les gammes montaient en puissance, des diesels monocylindres, des Lombardini italiens, des Hatz allemands. Un même PP4 pouvait ainsi exister en version essence, avec un bloc Staub ou MAG de 391 cm3, ou en version diesel, avec un Lombardini de 510 cm3, développant 14 chevaux et son injection Bosch. Cette diversité n'avait rien de honteux. C'était la norme de toute l'industrie. Un constructeur de machines agricoles achetait ses moteurs comme un carrossier achète son châssis. Personne, à l'époque, n'y voyait la moindre trahison. On le souligne parce que, bien plus tard, certains croiront y déceler le germe du mal. Ils se tromperont. Le sang de la maison Staub, ce n'était pas le moteur. C'était la boîte de vitesse. Et celle-là, on la faisait chez soi, boulevard de Verdun. Il faut ici lever une confusion tenace, car elle empoisonne le récit. Le lien entre Staub et Bernard n'était pas une fusion. C'était une relation de client à fournisseur et rien d'autre. Bernard Moteur, fondé par Auguste Bernard à Suresnes en 1920, vendait des moteurs à toute l'industrie, dont Staub. Et c'est Bernard, non Staub, qui fut absorbé par la Régie nationale des usines Renault en 1972. Deux maisons voisines, deux destins distincts, ne les confondons pas. Autour de la machine, Staub avait bâti quelque chose de plus précieux encore qu'une gamme, un réseau. Le premier réseau commercial structuré de la profession dès les années 50. Un maillage de forgerons réparateurs, de garagistes de campagne, de quincailliers ruraux qui vendaient, entretenaient et réparaient le Staub du coin. C'était cela, la vraie force de la maison. Dans chaque canton, un homme connaissait la machine bleue, savait la démonter les yeux fermés, avait les pièces sur son étagère. Imaginez le forgeron d'un village de l'Yonne ou de la Sarthe. Le matin, il ferre encore un cheval. L'après-midi, il règle le carburateur d'un motoculteur Staub. Il incarne à lui seul le basculement d'un monde. Et pour le paysan, cela changeait tout. Un homme qui achetait un Staub n'achetait pas seulement un moteur et une boîte de vitesse. Il achetait la certitude qu'à quelques kilomètres de chez lui, quelqu'un saurait le dépanner, un jour de moisson, quand chaque heure compte. Et le dimanche, dans les cours de ferme, on ressortait le Staub pour le laver, le graisser, resserrer un boulon. On en prenait soin comme d'un animal de trait. Ce bleu-là, ce bleu Staub reconnaissable entre tous, faisait partie du paysage familial au même titre que la grande table de la cuisine ou l'établi de l'atelier. Il était là quand on était enfant. Il serait là, croyait-on, quand on serait vieux. Car ce n'était plus seulement la ceinture verte de Paris.
En 3 décennies, le bleu Staub avait gagné toute la France. Les coteaux du vignoble, les vergers du sud-ouest, les potagers de Bretagne, les petites fermes du Massif central. Partout où il y avait une parcelle trop petite pour un tracteur et un homme décidé à la travailler, il y avait, tôt ou tard, un Staub. La concurrence ne manquait pourtant pas. Côté français, il y avait Bouillet, il y avait Énergique, les établissements pâtissiers, dont une réclame osait vanter un modèle identique au Staub PP1, ce qui en dit long sur la référence qui était devenue Staub. Il y avait Motostandard, Somua, Stafford. Côté italien, montaient déjà les Goldoni, les BCS, les Ferrari, les Pasquali, les Griot. Mais dans le labour, dans le vrai travail de la terre lourde, le Staub tenait le haut du pavé. Ces machines comptaient parmi les meilleures, des vitesses bien étagées, de grandes roues qui offraient une belle garde au sol, une aptitude au terrain difficile que les concurrents enviaient. Quand un homme voulait ce qu'il y avait de mieux pour labourer, il disait un Staub, comme d'autres disaient une Citroën ou un Solex. Le nom était devenu la chose. Et par-dessus tout, il y avait la réputation. Le mot revient sur toutes les lèvres de ceux qui ont connu ces machines. Increvable. Un Staub, disait-on, cela durait 50 ans. On se le transmettait de père en fils comme on transmet une terre ou un nom de famille. Cette promesse-là, la promesse du bleu Staub, n'était pas de la publicité. C'était une vérité que le marché de l'occasion et les collectionneurs confirment encore aujourd'hui, où des PP3B des années 50 tournent toujours, imperturbables, un demi-siècle après leur sortie d'atelier. C'est là toute l'ironie de cette histoire, et il faut la garder à l'esprit. La maison Staub fabriquait des machines faites pour ne jamais mourir. C'est elle pourtant qui allait mourir. Chapitre 4. 4 générations. En 1967, Georges Staub meurt. L'homme qui avait transformé l'atelier de son père en premier constructeur français de motoculteurs s'en va au moment précis où sa maison atteint les sommets. Son fils, Pierre Staub, lui succède. 3e génération. Et Pierre Staub prend aussitôt la grande décision de l'après-guerre, décentraliser. Courbevoie était devenu trop étroit, trop cher, trop pris dans la densification du bassin parisien où le mètre carré industriel valait déjà de l'or et où la ville commençait sa lente mue vers les bureaux. Il fallait de l'espace pour produire à grande échelle. Pierre choisit Champagné, un bourg de la Sarthe, à quelques kilomètres du Mans. On y bâtit une nouvelle usine, et déjà, sur son ampleur, les sources se contredisent. Le récit des passionnés parle de 13 000 mètres carrés couverts sur un terrain de 5 hectares. La marque elle-même, évoquant la même époque, parle d'une unité de montage de 6 000 mètres carrés. La halle initiale contre l'emprise totale du site, sans doute. La contradiction n'est pas résolue, et il faut la signaler honnêtement plutôt que de trancher au hasard. Ce qui est sûr, c'est que Courbevoie garda le siège, l'administration, le commerce, la tête, tandis que la Sarthe recevait les bras. Cette séparation semblait raisonnable. Elle le fut tant que le marché monta. Elle deviendra lourde de conséquences le jour où il faudra choisir ce que l'on garde et ce que l'on sacrifie. En 1974, Didier Staub rejoint son père. 4e génération. Joseph, Georges, Pierre, Didier. 4 hommes, un seul nom, près de 70 ans de continuité familiale. Dans une industrie où les maisons changent de main comme on change de veste, cette permanence était un trésor. Elle voulait dire qu'à chaque étage de l'histoire, quelqu'un se souvenait d'où l'on venait. Quelqu'un savait encore que tout avait commencé avec une forge, un tour et une boîte de vitesse de moto dans 20 mètres carrés à Sartrouville. 4 générations, c'est aussi 4 manières de porter le même fardeau. Joseph avait bâti l'atelier. Georges avait inventé la machine et conquis le marché. Pierre avait modernisé et agrandi. À Didier reviendrait la tâche la plus ingrate de toutes. Tenir la maison au moment où le vent tournerait. Mais en 1974, nul ne parlait encore de vent qui tourne. On parlait de croissance, d'expansion, de nouveaux marchés à conquérir. Et c'est en cette même année 1974 que tout culmine. Car 1974 fut le sommet, non pas seulement pour Staub, mais pour tout le machinisme agricole français. L'âge d'or du secteur,
ces 20 années de croissance ininterrompue depuis 1955 atteignaient alors son apogée absolu. Un niveau de vente qui, on ne le savait pas encore, ne serait plus jamais égalé avant 34 ans. Le parc de tracteurs français, lui, montait encore et n'atteindrait son maximum qu'en 1979 avec 1 400 000 machines. Tout, dans les chiffres, disait le triomphe. Tout disait que la marche en avant continuerait, année après année, comme elle continuait depuis la Libération. Debout sur ce sommet, la 4e génération Staub venait de prendre les commandes. La machine bleue régnait sur les campagnes de France. Le nom était le premier de sa profession. Les ateliers de Courbevoie et de Champagné tournaient à plein régime. Et personne, absolument personne à l'intérieur de ces murs, ne pouvait voir ce qui se préparait. Non pas dans un bureau d'ingénieur, non pas sur une table à dessin, mais dans les campagnes elles-mêmes, dans le corps même de la clientèle. Car au moment exact où Staub atteignait son plus haut point, le monde qu'il avait fait vivre commençait, en silence, à s'effacer. Le petit paysan, le maraîcher, le polyculteur qui possédait 2 vaches et un carré de terre, celui-là même pour qui Georges Staub avait inventé le passe-partout, était en train de disparaître. Ces ateliers, un jour, tomberaient dans le silence. Mais pour l'heure, en 1974, ils chantaient encore, et nul ne songeait à écouter ce qui montait, au loin, des campagnes qui se vidaient. Chapitre 5. La terre qui se vide. C'est ici que la vérité s'écarte le plus de la légende. On raconte, sur les forums et dans les mémoires d'amateurs, qu'une faute a tué Staub. Une trahison. Une décision précise, datée, imputable à un homme. C'est une histoire rassurante, parce qu'une faute, cela se répare, cela s'évite, cela se condamne. Mais la vérité est plus dure et plus vaste. Staub n'est pas mort d'une faute. Staub est mort parce que ses clients ont disparu. Regardez les chiffres du marché et tout s'éclaire. Le machinisme agricole français avait connu son âge d'or de 1955 à 1975. Son sommet, nous l'avons dit, fut 1974. Le parc de tracteurs, lui, monta encore quelques années, jusqu'à son maximum atteint en 1979. Et puis la courbe se retourna. À partir de la fin des années 70, ce fut le déclin. Un déclin qui allait durer jusqu'au milieu des années 90, marqué par la fermeture de nombreuses entreprises d'agroéquipement et par la division par 2 des effectifs du secteur. La grande vague qui avait porté Staub reflua, et elle emporta tout sur son passage. La raison de ce reflux n'était pas dans une usine, elle était dans les campagnes. En une génération, la structure même de l'agriculture française se transforma. Les recensements agricoles racontent tous la même histoire, décennie après décennie. Des exploitations moins nombreuses, plus grandes, plus spécialisées. La ferme moyenne enfla comme jamais dans l'histoire. En Bretagne, pour ne prendre qu'un exemple, la surface d'une exploitation passa de moins de 20 hectares au début des années 70 à 50, 60, 75 hectares aujourd'hui. Le petit paysan, le maraîcher, le polyculteur aux quelques arpents, celui-là même pour qui le passe-partout avait été inventé, s'effaçait du paysage. Ces terres étaient absorbées par le voisin, agrandies, remembrées, drainées. Et une grande exploitation n'a que faire d'un motoculteur à marche. Une grande exploitation veut un tracteur, puissant, climatisé, capable de retourner en une matinée ce qu'un homme mettait autrefois une semaine à labourer. Le cœur de clientèle de Staub ne s'était pas détourné de la marque. Il avait tout simplement cessé d'exister. On peut le voir, ce basculement, dans n'importe quel village de France de ces années-là. Le vieux paysan qui prend sa retraite et dont aucun des enfants ne veut reprendre la ferme. Les terres vendues aux gros exploitants du canton. Le motoculteur relégué au fond de la grange, puis cédé pour 3 fois rien à un amateur, ou laissé à rouiller sous une bâche. Multipliez cette scène par des centaines de milliers, étalez-la sur 3 décennies, et vous tenez le marché de Staub qui s'évapore. Non pas d'un coup, non pas par une décision brutale, mais ferme après ferme, retraite après retraite, dans le silence des campagnes. Et il y a, dans cette histoire, une cruauté géographique particulière. Souvenez-vous d'où était né le passe-partout, de la ceinture verte de Paris, ces jardins maraîchers qui entouraient la capitale et que Staub, depuis Courbevoie, avait pour ainsi dire sous les yeux. Or, cette ceinture verte, dans les mêmes décennies,
fut dévorée par autre chose que l'agrandissement des fermes. Elle fut recouverte par la ville elle-même. Les lotissements, les rocades, les zones pavillonnaires, les grands ensembles. Le maraîcher de Nanterre ou de Gennevilliers n'a pas grossi. Il a été enseveli sous le béton de la banlieue en expansion. Le client originel de Staub n'a pas seulement changé de dimension. Sur ces terres mêmes, il a été effacé du paysage français. À cela s'ajouta le choc pétrolier de 1973. Du jour au lendemain, le carburant coûta cher, l'inflation rongea les marges, l'investissement se figea. L'industrie française du machinisme agricole connut, dès cette année-là, de sérieuses difficultés à écouler sa production sur le marché intérieur. Le monde des 30 Glorieuses, ce monde de croissance qui semblait ne devoir jamais finir, venait de se briser. Et Staub, comme toute l'industrie, se retrouva face à un marché qui rétrécissait au moment précis où il aurait fallu investir pour se moderniser. C'est le piège le plus terrible qui soit pour une entreprise. Voir venir le danger, savoir qu'il faudrait de l'argent pour y répondre, et n'avoir plus les ventes qui permettraient de trouver cet argent. Enfin vint la concurrence. L'italienne d'abord. Goldoni, ce constructeur de la plaine du Pô qui montait en puissance, créa sa filiale française, Goldoni France, en 1978 et vint chasser sur les terres de Staub avec des machines robustes et bien placées. Puis la japonaise. Honda, avec ses moteurs légers, fiables, bon marché, qui allait laminer les positions françaises non seulement sur le motoculteur, mais sur toute la motorisation du petit matériel. Face à ces assauts, un constructeur qui vendait de moins en moins, sur un marché qui se réduisait d'année en année, n'avait tout simplement plus les moyens de se battre. Voilà le vrai visage du déclin de Staub. Pas une trahison, pas un sabotage, un effacement. Le motoculteur à marche, cette invention géniale pour le petit paysan des années 30, devenait un produit résiduel, un objet pour jardinier du dimanche, pour amateur de potager, au moment même où la maison aurait eu besoin de tout son marché pour financer son avenir. Pierre Staub, à la tête de la maison, voyait ce mur se dresser. Son fils Didier, la 4e génération, le voyait aussi. Il tenait le premier rang dans une course dont le circuit, sous leurs pieds, se refermait. C'est la première vérité qu'il faut regarder en face avant d'aller plus loin. Le coupable de la mort de Staub n'est ni un ingénieur véreux, ni un patron cupide. C'est un fait démographique et économique. La fin d'un monde paysan. Les hommes qui allaient maintenant se succéder aux commandes de la marque n'ont pas tué Staub. Ils ont hérité d'une maison déjà minée par la disparition de ceux qui l'avaient fait vivre. Ce qu'ils ont décidé n'a pas causé la chute. Cela n'a fait que la mettre en scène. Chapitre 6. Les Suédois. En 1985, certaines sources disent 84, mais la date la mieux établie est bien 85, Pierre Staub prend la décision qui met fin à près de 80 ans d'indépendance familiale. Il vend. On peut essayer de se mettre à sa place. Il est le petit-fils du fondateur. Il a modernisé, agrandi, décentralisé vers la Sarthe. Il a fait tout ce qu'un bon dirigeant devait faire. Et pourtant, il voit le marché se dérober sous ses pieds, année après année. Il voit les Italiens, les Japonais, la grande distribution qui commence à vendre du matériel de jardin à bas prix. Il sait qu'une maison familiale, seule, sur un marché qui rétrécit, ne tiendra pas. Alors il cherche un adossement. Un géant qui aura les reins assez solides pour porter la marque là où elle ne peut plus aller seule. Car il faut le dire nettement, pour être juste avec cet homme, Pierre Staub, en cherchant à vendre, ne trahissait pas sa maison. Il essayait de la sauver. C'est là toute l'amertume de sa décision. Elle était raisonnable. Un dirigeant lucide, voyant venir la fin, cherche un port pour son navire. Il ne pouvait pas deviner que le port se refermerait sur le navire pour le couler proprement, à l'abri des regards. Vendre à un géant, en 1985, ce n'était pas une faute. C'était un pari. Et ce pari, il allait le perdre. L'acquéreur n'est pas français. C'est la branche motoculture du géant suédois Electrolux. C'est Electrolux qui possède aujourd'hui le groupe Husqvarna. Pierre Staub, dit-on, cherchait à ouvrir davantage de portes à l'international,
a donné à la marque une dimension qu'une maison familiale ne pouvait plus lui offrir. Et de fait, dans les premiers temps, le calcul sembla payer. La marque connut un certain succès non seulement en France, mais aussi en Suède, en Norvège, en Finlande. Le bleu de Courbevoie partait vers le froid du Nord. Pour un peu, on aurait pu croire au sauvetage. Mais un géant mondial ne raisonne pas comme une famille. Pour la famille Staub, l'usine de Champagné était un patrimoine, une histoire, des hommes qu'on connaissait par leur nom. Pour Electrolux, c'était une ligne dans un compte de résultats, parmi des centaines d'autres. Et cette ligne, sur un marché du motoculteur devenu très difficile, cessa bientôt d'être rentable. À partir de là, la décision ne relevait plus de l'attachement, ni de l'histoire, ni de la mémoire d'une famille. Elle relevait de l'arithmétique. La suite fut mécanique, au sens le plus froid du terme. En septembre 1992, Electrolux ferme l'usine de Champagné. La production des motobineuses et des motoculteurs est transférée en Vendée. La fabrication en France des motoculteurs proprement dit, cette fabrication qui remontait à Georges Staub et au premier Passepartout, cesse. 54 ans après le PP3, l'histoire industrielle française de la marque s'arrête, non pas dans un fracas, mais dans le silence administratif d'un transfert de production. Et il faut distinguer deux choses que le vocabulaire des communiqués confond à dessein. Quand on annonce que la production est transférée en Vendée, on donne l'image d'un simple déménagement, d'une continuité rassurante. Ce n'en était pas une. À Champagné, c'était une usine Staub, avec des ouvriers Staub, un savoir-faire Staub tenu dans des mains précises. En Vendée, ce serait autre chose, une ligne intégrée dans l'appareil d'un groupe où la marque bleue n'était plus qu'un habillage parmi d'autres. L'usine ne déménageait pas, elle mourait, et l'on repeignait son nom ailleurs. Il faut s'arrêter sur cette fermeture, et il faut le faire avec honnêteté, car ici l'histoire se heurte à un silence. Les sources accessibles n'ont pas conservé le nombre d'emplois supprimés à Champagné. Elles n'ont pas conservé les noms des ouvriers de la dernière équipe, ni le récit de leur dernier jour, ni les mots qu'ils ont dits en franchissant le portail pour la dernière fois. Il y avait là, dans ce bourg de la Sarthe, des hommes et des femmes qui avaient monté des Staub pendant des années, peut-être depuis la décentralisation. Ils avaient une vie, une fierté, un savoir-faire dans les mains. Et de leur licenciement, l'histoire n'a presque rien retenu. C'est peut-être cela, la forme la plus achevée d'un effacement. Quand une usine ferme si discrètement que même le compte des victimes se perd. Quand la fin d'un métier ne laisse, dans les archives, ni un nom, ni un visage. Ce que l'on sait, c'est que la décision ne fut pas prise à Champagné, ni à Courbevoie. Elle fut prise ailleurs, dans les bureaux d'un groupe suédois, par des gens qui n'avaient jamais entendu le chant des tours boulevard de Verdun, qui ne connaissaient ni le forgeron de Lyon, ni le maraîcher de la Ceinture Verte, ni rien de ce qui avait fait la maison Staub. Pour eux, ce n'était qu'une marque de plus dans un portefeuille. Une marque qu'on garde et une usine qu'on ferme. Et 1 an plus tard, à peine, Electrolux revendait la marque. Le géant du Nord n'avait fait que passer. Il laissait derrière lui une usine française morte et un nom orphelin. Aucun montant, ni pour l'achat de 1985, ni pour la revente qui suivit la fermeture, n'a jamais été rendu public. On ne saura pas combien vaut, sur le marché, la fin d'une histoire de 4 générations. Chapitre 7. Le mythe de la boîte brisée. Il faut maintenant revenir à la légende. Celle qui donne son titre à cette histoire. Celle qui affirme qu'une seule erreur a détruit le motoculteur le plus robuste du monde. Voici comment on la raconte, de forum en forum, de collectionneur en collectionneur. Un jour, dit la légende, la maison Staub aurait cédé à la facilité. Pour réduire ses coûts, elle aurait délocalisé en secret la fabrication de ses boîtes de vitesse vers des sous-traitants étrangers bon marché, des Italiens ou des Asiatiques, selon les versions. Et ces boîtes au rabais auraient commencé à casser dans les champs. La réputation d'increvable, bâtie en un demi-siècle, se serait effondrée d'un coup. Le client trahi se serait détourné. Et la marque en serait morte, victime de sa propre cupidité. C'est une belle histoire,
Elle a tout du bon récit. Une faute, un coupable, une punition. Il n'y a qu'un problème. Elle est fausse. Et il faut la démonter, pièce par pièce, comme on démonte une machine pour en montrer les rouages. Premièrement, la boîte de vitesse n'était pas un accessoire que Staub aurait pu externaliser à la légère. C'était le cœur même de la maison, son savoir-faire fondateur, son berceau. Souvenez-vous de Joseph Staub, dans son atelier de 20 mètres carrés, qui taillait des boîtes de vitesse pour les motos avant même de rêver de motoculteur. Souvenez-vous des transmissions Staub qui tenaient bon au bol d'or quand les autres se brisaient. Souvenez-vous des établis de Courbevoie, couverts de pignons et d'arbres de transmission usinés sur place, avec l'orgueil de ceux qui savent faire ce que les autres achètent. Délocaliser la boîte de vitesse, pour Staub, c'eût été renier son identité même, comme un vigneron qui achèterait son vin ailleurs pour le mettre dans ses propres bouteilles. Et surtout, aucune source, aucune archive, aucun témoignage nommé ne documente une telle décision. La grande trahison fondatrice de la légende n'a laissé, dans toute l'histoire de la maison, absolument aucune trace. Deuxièmement, les pannes de boîte que l'on évoque sur les forums existent bel et bien. Mais ce ne sont pas les pannes d'un défaut systémique, ce sont les pannes de l'usure. Nous parlons de machines qui ont 30, 40, 50 ans. Des machines malmenées, oubliées sous la pluie, remises en marche sans entretien, poussées sous charge avec un niveau d'huile trop bas. Un crissement, un saut de vitesse, un déclabotage sur une vieille machine d'un demi-siècle, ce n'est pas la preuve d'un sabotage. C'est le prix normal du temps. Ces pannes-là ne prouvent pas que Staub a mal fait sa boîte. Elles prouvent, au contraire, que ces boîtes ont duré assez longtemps pour avoir le droit de vieillir. Le paradoxe est cruel. La longévité même des machines, cette longévité qui faisait la gloire de la marque, alimente aujourd'hui la rumeur de sa faute. Troisièmement, il y a bien, dans cette histoire, une part de vérité italienne, mais elle n'a rien à voir avec la légende. Sur le tard, certains gros mototracteurs Staub, des types GM et RT, n'étaient plus des machines maison. C'étaient des engins Goldoni, importés d'Italie et rebadgés au nom de Staub, motorisés par des diesels Lombardini. Voilà le fond de la rumeur du sourcing italien. Mais comprenez bien la différence. Il s'agissait de machines entières, importées telles quelles, sur des modèles haut de gamme et tardifs, non d'un sabotage clandestin de la boîte des bons vieux passe-partout. Et cette pratique de l'importation rebadgée, courante dans toute l'industrie, n'a jamais scandalisé personne à l'époque. Aucune source n'y a vu un crime. On a simplement, plus tard, cousu ensemble deux faits sans rapport. Quelques machines italiennes rebadgées, quelques boîtes usées qui lâchent, pour en faire une seule histoire de trahison. Et il faut comprendre pourquoi cette légende a la vie si dure. Un homme qui a aimé une marque, qui a grandi avec elle, qui l'a vue régner puis s'éteindre, ne se satisfait pas d'une explication comptable. Le marché a changé. Les clients ont disparu. Ces phrases sont vraies, mais elles ne consolent personne, et surtout, elles ne donnent à personne le droit d'être en colère. La légende de la boîte brisée, elle, offre ce droit. Elle transforme un deuil en indignation. Elle donne à la disparition un visage, une faute, un ennemi que l'on peut désigner. C'est pour cela qu'elle résiste, plus solide que bien des vérités, parce qu'elle console mieux qu'elle. Alors, de quoi Staub est-il vraiment mort? Nous connaissons déjà la réponse. Il est mort de la disparition de ses clients, les petits paysans français. Il est mort du choc pétrolier, de la concentration agricole, de la concurrence italienne et japonaise. Il est mort d'avoir été vendu à un géant qui n'avait que faire de son histoire, fermé, puis revendu comme un simple nom. La boîte de vitesse brisée n'est pas la cause de cette mort. Elle en est le mythe, le récit que les amateurs ont inventé, après coup, pour donner un coupable à une disparition qui n'en avait pas. Devant une mort sans assassin, l'esprit humain fabrique un assassin. C'est humain, mais ce n'est pas l'histoire. Et rendre à Staub sa vraie mort, sans coupable désigné, c'est peut-être la seule justice qu'on puisse encore lui rendre. Chapitre 8. De mains en main. Après le départ des Suédois, en 1993, commence la période la plus triste de toutes. Non pas celle du drame, mais celle de l'errance. Le nom de Staub, désormais séparé de son usine, va passer de main en main, comme un objet dont plus personne ne sait tout à fait quoi faire,
mais que personne ne se résout non plus à jeter. Le premier à le relever est un homme qui aime la marque. Claude Pinel, concessionnaire à Nantes, passionné, décide de reprendre le flambeau. On veut y croire, et lui-même y croit sans doute de toutes ses forces. Un homme du métier, qui connaît les machines, qui les vend et les répare, qui a grandi dans le respect du bleu Staub. Pendant environ 3 ans, il redonne à la marque un peu de sa vitalité. Il est, à sa manière, le dernier à traiter Staub comme une maison vivante, plutôt que comme un actif à faire fructifier. Mais un homme seul, si passionné soit-il, ne pouvait pas à lui seul ranimer un marché disparu. Au bout de ces 3 années, il passe la main à son tour, à une structure composée d'hommes de la profession adossés à des financiers. La marque passe encore par une société nommée Atlantique Motoculture, puis se retrouve entre les mains d'un certain Olivier Remond. L'ordre exact de ces reprises varie légèrement selon les sources, et il faut le dire, plutôt que de feindre une précision qu'on n'a pas. Ce qui est sûr, c'est le mouvement d'ensemble. Entre 1993 et 2003, la marque Staub se fait racheter 2 fois. 2 fois, en 10 ans, elle change de propriétaire. Chacun de ces repreneurs a hérité du même problème insoluble. Non pas une marque abîmée, non pas des machines de mauvaise qualité, le mal était ailleurs, il était dans le marché lui-même, qui ne reviendrait pas. On ne relance pas la vente de motoculteurs à marche dans une France qui n'a presque plus de petites fermes. On peut aimer la marque, y croire, y engloutir son argent et sa passion. La demande, elle, ne se décrète pas. Voilà pourquoi tous, l'un après l'autre, ont fini par renoncer. Songez à ce que cela veut dire. Chaque reprise est un espoir. Chaque reprise dit « cette marque a encore de la valeur, quelqu'un croit encore en elle, on peut encore la sauver ». Et chaque revente qui suit dit exactement le contraire, que l'espoir n'a pas suffi, que le marché n'était pas revenu, que le nom, aussi prestigieux fût-il, ne pesait plus assez lourd pour tenir seul debout. De main en main, Staub s'usait. Non pas ses machines, qui elles ne s'usaient jamais, mais son nom même, sa promesse, sa substance. Chaque nouveau propriétaire héritait d'un peu moins que le précédent. Puis vint le dernier acquéreur. Le 1er juillet 2003, le groupe italien EMAC, une société par action de la région de Reggio d'Émilie, fit l'acquisition de Staub, de la marque, de ses plans, de ses brevets. Et c'est là qu'il faut bien mesurer ce qui se joue. EMAC n'achetait pas une usine. EMAC n'achetait pas des ouvriers, ni des ateliers, ni des chaînes de montage. Tout cela avait déjà disparu, 11 ans plus tôt, dans le silence de Champagné. Ce qu'EMAC achetait, c'était un nom et des dessins, une propriété intellectuelle. Le fantôme d'une entreprise réduit à ce qu'il en restait sur le papier. Une marque déposée, des schémas techniques, un prestige résiduel dans la mémoire des Français. Il ne faut pas, pour autant, faire d'EMAC un coupable. Le groupe italien n'a rien fermé, rien délocalisé. Il a racheté un nom déjà vidé de son usine, et il l'a fait vivre comme il pouvait, chez lui, avec ses propres moyens. Sans EMAC, le nom Staub aurait sans doute purement et simplement disparu des catalogues. La marque bleue existe encore aujourd'hui, sur des enseignes et des fiches produits, précisément parce qu'un industriel de Reggio d'Émilie a jugé qu'elle valait encore quelque chose. C'est une survie, ce n'est pas une résurrection. Là encore, aucun prix n'a filtré, ni pour Pinel, ni pour Atlantique Motoculture, ni pour Remond, ni pour EMAC. Toute cette cascade de revente s'est faite dans l'opacité des affaires, entre gens qui négociaient un actif dont la valeur, à chaque étape, se mesurait moins à ce qu'il produisait qu'à ce qu'il évoquait encore. On vendait, au fond, un souvenir. La maison Staub, celle de Joseph, de Georges, de Pierre et de Didier, avait cessé d'exister. Ce qui continuait de porter son nom n'en était plus que l'écho. Chapitre 9. Le nom sans l'usine. Aujourd'hui, cherchez l'usine de Courbevoie. Vous ne la trouverez pas. Le boulevard de Verdun est toujours là, au cœur d'une ville de plus de 80 000 habitants, à quelques pas des tours de la Défense. Mais l'atelier a disparu. Courbevoie est passé, comme tant de communes de la Petite Couronne, du statut de ville industrielle à celui de ville de bureau. Là où l'on usinait des boîtes de vitesse, là où le bleu Staub séchait sur les carters,
il y a maintenant la densité tranquille du tertiaire parisien. Le sol qui avait senti la limaille et l'huile ne sent plus que le béton et le verre. Et l'ironie du lieu est parfaite. C'est à l'ombre de la Défense, ce quartier d'affaires qui symbolise la France du capital et des services, qu'a disparu l'atelier qui symbolisait la France du travail et de la fonte. De la famille, il ne reste qu'une trace administrative, presque fantomatique. Une société civile immobilière, baptisée Staub Verdun Saint-Denis, gérée par Didier Staub comme liquidateur, a continué de figurer dans les registres jusqu'à sa radiation en 2020. Le dernier des Staub aux affaires ne dirigeait plus une usine ni une marque. Il liquidait ce qui restait d'un patrimoine familial. Un notaire, des papiers, une signature. Voilà à quoi s'est réduite, dans les archives, une histoire de 4 générations et de près d'un siècle. Joseph avait ouvert un atelier, Didier a fermé un dossier. La marque, elle, survit. Mais il faut bien comprendre ce que survivre veut dire ici. Le nom Staub existe toujours. Il appartient à IMAC France, dont le siège est à Rixheim, en Alsace, avec une 40aine de salariés. 360 revendeurs français proposent encore des machines à la marque bleue. Mais ces machines ne sont plus ce qu'elles étaient. Les motobineuses sont fabriquées en France, chez Pubert, en Vendée. Les outils de travail du sol sortent d'une entreprise familiale de l'Indre. Et les motoculteurs, eux, les vrais héritiers du passe-partout, sortent désormais d'une usine du groupe IMAC, en Italie. Quant aux moteurs, ce sont des blocs maison du groupe, des Honda, des Briggs et Stratton, des Rato. Le sang de la maison a changé. Il n'y coule plus une goutte de la mécanique de Courbevoie. Songez à l'ironie de ce parcours. Staub était né français, à Courbevoie, d'un mécanicien qui taillait ses boîtes de vitesse de ses propres mains. Staub finit comme une étiquette bleue sur des machines assemblées en Italie. La marque qui fut la première de France est devenue le nom d'un produit importé. 4 générations d'une même famille, du fondateur au liquidateur, et à l'arrivée, un nom qui ne commande plus rien de ce qu'il désigne. Mesurez le chemin parcouru. Le premier constructeur français de motoculteurs, devenu une étiquette sur des machines assemblées en Italie. L'atelier bruyant de Courbevoie, au bord de la Seine, devenu un fragment de la ville des bureaux. La promesse de l'increvable, portée aujourd'hui par une gamme dont plus une seule pièce maîtresse n'est fabriquée en France. 4 générations d'une famille, remplacée par une 40aine de salariés dans un siège alsacien. À chaque ligne, le même mouvement. Quelque chose de vivant, d'enraciné, de français, cédant la place à quelque chose de plus léger, de plus lointain, de plus abstrait. En 2016, pour les 110 ans de la maison, IMAC France a voulu honorer la mémoire. On a réédité, à 2000 exemplaires numérotés, l'histoire de Staub, le tome qu'avait jadis publié Georges Staub lui-même, complété d'un second volume menant jusqu'à nos jours. On a rassemblé 110 motoculteurs, un par année d'existence, au château de Sully-sur-Loire, pour une grande exposition. Ce fut beau, ce fut sincère. Et ce fut aussi une cérémonie du souvenir pour une marque qui n'est plus tout à fait elle-même. Un hommage rendu par ceux qui possèdent le nom à ceux qui possédaient l'âme. Il n'y a pas dans cette histoire de grandes ruines à contempler. Pas de hauts fourneaux éteints, pas de cheminée dressée sur le ciel, pas de halles éventrées où pousse le Boudléa. Le drame de Staub est plus discret que cela, et peut-être plus difficile à pleurer. Sa ruine n'est pas un bâtiment, c'est une absence. L'absence du petit paysan dans le paysage. L'absence du champ des Tours, boulevard de Verdun. L'absence d'une fabrication française là où vivait un savoir-faire. On ne visite pas les ruines de Staub, on les devine, dans le silence d'un marché qui n'existe plus. De la maison Staub, au fond, il reste les machines, les vraies, celles d'avant. Dans les cours de ferme, dans les granges, dans les garages de campagne, il reste des milliers de motoculteurs bleus qui tournent encore, un demi-siècle après leur sortie de Courbevoie, fidèles à la promesse qui les avait fait naître. Il reste des collectionneurs qui les restaurent, les exposent, s'échangent les pièces,
tiennent vivante la mémoire du passe-partout. Il reste ce bleu reconnaissable entre tous, sur une plaque rouillée au fond d'un hangar. Ces hommes-là, ces amateurs qui entretiennent la légende de la boîte brisée, sont aussi ceux qui, sans le savoir, entretiennent la seule chose qui compte vraiment, le souvenir d'une machine qui ne mourrait pas. Il reste enfin une vérité que ces machines racontent mieux qu'aucun livre. La maison Staub n'a pas été trahie par une boîte de vitesse bon marché. Elle n'a pas été tuée par une faute, une erreur, un coupable qu'on pourrait nommer et condamner. Elle a été emportée par quelque chose de plus vaste et de plus silencieux. La disparition du petit paysan français, ce monde de fermes minuscules et de mains calleuses pour lequel Georges Staub avait, un jour de 1938, inventé une machine qui allait partout. Le motoculteur, lui, était increvable. C'est le monde qu'il avait fait naître qui ne l'était pas. Et dans le silence d'une grange, quelque part en France, un moteur bleu attend encore qu'on vienne le remettre en marche. Il tournerait si on le lui demandait. Il n'a jamais cessé d'en être capable. C'est tout le reste, autour de lui, qui s'est arrêté.